On va démarrer, si tu peux te présenter, on reviendra tout à l'heure sur SoScience, mais dis-nous quand même quelques mots sur toi. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici avec vous. Donc effectivement, Mélanie Marcel, la fondatrice de SoScience, qui est une entreprise experte en recherche et innovation responsable. C'est-à-dire que nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on utilise les capacités de recherche, d'innovation, la technologie pour répondre à des enjeux de société, que ce soit des enjeux sociaux ou environnementaux. Et effectivement, on rentrera un peu plus tard dans les détails de comment est-ce qu'on fait ça et pour quel type de stakeholders. Mais sur un point de vue un peu plus personnel, j'ai effectivement fait mes études à Toulouse, donc je suis ravie de revenir ici et de participer à cette belle journée. Alors, dans nos préparations et puis même dans tes publications, un des sujets par lesquels on peut démarrer, et puis en plus, moi, c'était le thème dans lequel j'étais, qui était l'IA pour la santé. Et dans l'IA, quand on réfléchit à l'impact, il y a de suite le mot éthique qui va apparaître. Et tu as partagé récemment, en fait, une réflexion et en fait que il y a de moins en moins de recherche sur l'éthique, c'est ça? Ouais, alors De en l'IA. fait, le ratio entre les chercheurs qui travaillent sur la performance de l'IA et sur vraiment ces applications business et les chercheurs qui travaillent sur tout ce qui est gouvernance, éthique, comment est-ce qu'on l'applique, comment est-ce qu'on met en sorte un design pour vraiment s'assurer des impacts positifs, ce ratio il est de 30 à 1. Donc en fait, pour chaque chercheur qui s'intéresse à la question de la responsabilité de l'IA, vous en avez 30 qui sont en train de travailler sur ses performances. Et alors ça, c'est une question qui est assez importante, puisque vous l'avez vu récemment, l'IA en tant que technologie est en train de se développer extrêmement vite. Et donc on pourrait croire que peut-être que ce ratio va évoluer plutôt dans le bon sens. Et alors là, j'ai pris ma petite anti-sèche, parce que effectivement, sur LinkedIn, j'avais fait une petite chronologie des événements. Alors, je remonte jusqu'à 2020, où je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour ceux qui étaient dans la tech en 2020 et qui s'intéressaient aux questions éthiques de la tech, il y avait eu une histoire qui avait fait un grand bruit. C'était quand Google avait évincé Timnit Gebru de ses équipes, qui était la directrice de tous les programmes de l'IA éthique. Et ça avait vraiment fait beaucoup de bruit à l'époque. En septembre 2022, on a Meta qui dissout son équipe sur l'innovation responsable, donc l'équipe en charge de la sécurité, de la santé et de l'environnement. En octobre 2022, l'équipe de Microsoft qui s'appelle Éthique et Société passe de 30 à 7 personnes. Et en mars 2023, finalement, il licencie les dernières 7 personnes qui étaient dans cette équipe. Donc il n'y a plus d'équipe éthique et société chez Microsoft. Si ces informations vous intéressent, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Je sors régulièrement ce genre de petites bombes explosives. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que alors qu'on est dans une dynamique en fait où l'IA est de plus en plus forte et va avoir des applications de plus en plus énormes et qui vont toucher tout le monde, hein. Je suis sûre que vous l'utilisez déjà pratiquement au quotidien. Et ben on a une régression de la réflexion et des actions sur la question de l'éthique ou de la responsabilité ou de comment est-ce qu'on fait pour vraiment prioriser les impacts positifs de cette technologie. Alors, malheureusement, je connais déjà la réponse à ma question, mais on pourrait se dire, en fait, s'il n'y a plus besoin d'équipe dédiée, c'est que, by design, la question de l'éthique, de la responsabilité des avancées de recherche sont intégrées par tous les chercheurs, en fait. Donc, ils sont plus spécialisés, mais tout le monde le prend en compte. Alors ça, ce serait vraiment l'idéal. Moi, c'est comme ça que j'imagine la question de la recherche et de l'innovation, et c'est ce qu'on défend chez SoScience, hein. C'est de vraiment, dans tous les projets de recherche, tous les projets d'innovation et de développement de la technologie, d'avoir vraiment cette brique qui est intégrée. Aujourd'hui, quand vous créez une entreprise ou quand vous créez même un projet de recherche assez avancé, hein, sur des proches de l'application, on va dire, vous réfléchissez très vite à la question du business model de l'application. C'est quelque chose d'assez naturel de se dire quels vont être voilà, les débouchés, comment est-ce que ça va être rentable. Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose relativement tôt. La question de l'impact positif arrive en général très très tard. Elle n'est pas intégrée dans le design des projets.
Heureusement, c'est en train de changer, mais donc nous, on milite vraiment pour ce changement-là. Et une chose que le premier exemple peut nous donner, ou en tout cas 2 points de réflexion que j'ai envie d'évoquer avec vous. La première, c'est est-ce que finalement une entreprise, ou ici les 3 que j'ai nommés, 3 entreprises, peuvent prendre en charge cette question de la responsabilité et des développements technologiques. Et en fait, la réponse, c'est non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les enjeux sociaux et environnementaux auxquels on fait face, que ce soit la crise climatique, énergétique, etc., une entreprise seule ne va jamais répondre à ce problème-là. Mais une association seule non plus, et une collectivité territoriale non plus. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pour s'attaquer à ce type de problèmes, qui sont des problèmes systémiques, il faut vraiment mettre les écosystèmes autour de soi. C'est-à-dire que c'est pas l'entreprise, c'est pas la collectivité territoriale et c'est pas la start-up, c'est tous ces acteurs-là ensemble sur un but commun. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces entreprises-là, elles vont peut-être évincer certaines de leurs équipes, mais qu'elles peuvent repenser la manière dont elles font tous leurs projets d'innovation si elles le font en écosystème. D'où le titre de cette conférence, l'innovation partagée, c'est-à-dire qu'une innovation qui demain répond aux enjeux de société qu'on a face à nous, c'est une innovation qui ne se fait pas en interne, en chambre, seule, et ça, qu'on soit une ONG ou qu'on soit une grande industrie. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et le deuxième, qui est très important, c'est que là, on a mentionné l'IA. Et si vous réfléchissez dans votre quotidien, dans ce que vous utilisez comme technologie, vous pouvez vraiment vous demander, est-ce que c'est uniquement l'IA? En fait, non. Vous regardez les emballages. Les emballages, c'est une innovation technologique, c'est une innovation scientifique incroyable. Quand on voit le plastique, d'un point de vue technique, d'un point de vue scientifique, c'est une énorme avancée. Et en fait, les impacts en bout de course de la mise en œuvre de cette technologie sont ce qu'ils sont. Et c'est une mise en œuvre qui n'est pas partagée, qui est vraiment réfléchie par des acteurs industriels qui un jour ont décidé de faire cette valorisation-là. Mais donc vraiment, il n'y a pas une prise en charge collective de dans quel sens va la technologie. Et ça, c'est vrai pour l'IA, c'est vrai pour les emballages, c'est vrai pour la mobilité, c'est vrai sur tous les sujets techniques. On pourrait citer l'hydrogène qui, pour certains, c'est le futur des mobilités et donc il faut y aller à fond. Mais il n'y a peut-être pas assez de réflexion partagée sur, ok, concrètement, cette innovation autour de l'hydrogène, comment on va vraiment la mettre en place et quels sont les coûts associés, pas forcément uniquement des coûts financiers, mais les coûts sur notre société, sur notre environnement. C'est ce que tu dis. Oui, absolument. Et donc non seulement il y a la question des coûts, mais il y a aussi la question des choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes consommateur de technologie. Alors, dans cette enceinte, c'est un peu différent parce que beaucoup d'entre vous vont créer des technologies. Donc là, la discussion est aussi intéressante parce que vous avez vous-même à vous poser la question de quel va être l'impact de ce que vous mettez sur le marché. Mais le citoyen lambda qui n'est pas forcément créateur de start-up ou qui n'est pas forcément chercheur, consomme les technologies. Ce qu'on porte avec Socience, c'est une réflexion qui est de dire comment est-ce qu'en fait, demain, on est beaucoup plus acteur des technologies qu'on va consommer et pas uniquement en attente de ce qui sort en fait et de ce qui est valorisé. Vu que tu parles à l'audience pour qu'ils se projettent, notamment les entrepreneurs, si je joue un peu la casquette de l'entrepreneur qui a 40 000 trucs à faire, innover, trouver son marché, survivre, recruter, enfin j'en passe et des meilleurs, se dire, oula, si en plus, avant de porter mon innovation sur le marché, il faut que je me pose aussi la question des éventuels impacts et déviances de mon... Ok, en fait, les autres vont prendre le marché à ma place. Comment tu réponds à ça pour dire, peut-être que si? Alors, il y a plusieurs réponses. Déjà, et on le voit très clairement, il y a des volontés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre de startups deep tech qui se lancent uniquement sur de l'impact et qui sont sur de l'impact dès le début est en train vraiment d'exploser. Et donc ça, je pense que c'est parce qu'on est juste un moment historique en fait. On a des enjeux face à nous qui font que c'est aussi des prises en charge personnelles, des entrepreneurs qui ont envie de faire quelque chose d'utile et qui du coup qui vont le faire via leur entreprise.
Ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse qui est beaucoup plus pragmatique, c'est pratiquement une réponse business. C'est-à-dire que, et ça, c'est un positionnement, demain, ça va être de plus en plus demandé. Aujourd'hui, on le voit dans les fonds européens notamment, il y a des critères sur les questions de l'impact qui sont mis en œuvre. On a de plus en plus de fonds à impact qui sont en train de se structurer. Et en fait, même si dans les faits, ça reste assez lent, dans les discours, les changements sont extrêmement rapides. Et donc, demain, un entrepreneur qui ne serait pas capable de dire en fait, j'ai aussi bien pensé mon business model que mon chemin vers l'impact, ce serait finalement délétère aussi pour lui, finalement. Et on prenait l'exemple des deep tech qui sortent souvent des SAT, donc à Toulouse TTT, donc une innovation de rupture issue de la recherche très souvent, qui va être où il va y avoir un business model Canva qui va être fait pour réfléchir à quel est le business, le marché qui peut être associé à cette innovation. Ce que tu dis, c'est que il faut rajouter alors je reprends le pathway to impact, qui est notre Canva, une autre façon de modéliser l'impact de l'innovation en fait, c'est-à-dire comment elle va arriver. Absolument. Le pathway to impact ou chemin vers l'impact, c'est un peu la même chose que le business model Canva, mais vraiment centré sur l'impact que vous voulez avoir et comment vous allez l'atteindre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle chemin vers l'impact. C'est vraiment avec qui est-ce que je vais faire des bons partenariats. Et vraiment quel est le type d'impact que j'essaye d'avoir, quel est le produit que je dois mettre sur le marché pour avoir cet impact-là, est-ce qu'il y a d'autres façons d'avoir cet impact de façon plus importante, et donc ça c'est vraiment un outil qui peut être utilisé par les startups, notamment les startups deep tech, et c'est vraiment un outil qui, à mon sens, doit être utilisé au même moment que quand on fait son business model. En fait, il faut vraiment le penser en amont et pas le penser à la fin, parce que ça va changer votre business. Et ça, tous les entrepreneurs qui ont fait un business model le savent, on le remplit, et puis il y a des moments où on se dit, mais en fait, ça marche pas, il y a une brique qui fonctionne pas. C'est pour ça qu'on le remplit, c'est pour vraiment être aiguillé. Mais en fait, c'est la même chose avec le chemin vers l'impact. C'est qu'en le faisant, on se rend compte que peut-être on peut faire les choses mieux, peut-être on peut faire les choses différemment, et en tout cas, on commence à noter les problématiques. Et c'est intéressant que tu mentionnes les SAT. Et c'est là qu'on voit aussi le changement de l'écosystème, parce que nous, Socience, on a été mobilisés par une SAT pour créer un module de formation pour leur startup deep tech sur justement ce pathway to impact et l'innovation responsable. Et donc ça devient de plus en plus. Je ne veux pas finir cette discussion sans que tu nous ailles un peu plus loin quand même dans l'explication de ce que c'est Socience, Ouais. qui est dans le permettre de justement ce chemin vers l'impact, de ne pas le faire seul, et de trouver les partenaires. Absolument. La façon dont Socience se positionne, c'est de dire, et c'est ce que j'ai dit un petit peu au début, aujourd'hui, pour avoir de l'impact, les problèmes sont trop massifs, on ne peut pas le faire seul, et il faut vraiment agir en écosystème et en écosystème divers. Et donc pour les entrepreneurs qui sont dans la salle, j'ai parlé du chemin vers l'impact, qui est un outil que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez aussi vous inscrire sur notre plateforme, c'est app.socience.org, et en fait c'est une base de données de milliers d'experts qui ont envie d'utiliser leur expertise, leur technologie, leur savoir-faire, leur labo de recherche pour répondre à des enjeux de société. Et donc c'est structuré par thématique. Et en fait, sur chaque thématique, vous pouvez créer le bon partenariat. Et le bon partenariat, c'est la start-up qui a un verrou technologique, avec le laboratoire qui va aider à débloquer ce verrou, avec la collectivité territoriale qui en fait a envie de faire terrain d'expérimentation pour ce qui va sortir. Et donc en fait, c'est tous ensemble qu'il va vraiment pouvoir y avoir un projet partenarial qui va répondre à un enjeu de société. Et ça, c'est vraiment une méthode Socience qui est extrêmement efficace, puisque sur des partenariats qui mettent normalement 2 à 3 ans à se créer, donc à trouver les bons partenaires qui ont envie de bosser ensemble, qui ont les bonnes réponses, nous on le fait en 6 mois. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce qu'on fait si c'est des sujets qui vous intéressent et que vous avez des technos que vous voulez appliquer pour le bien commun. Et en quelques mots sur la fin, en plus, l'opportunité, elle est au niveau européen pour se connecter en partenariat au-delà de nos frontières, et avec à la clé des financements de l'Union européenne sur ce genre de projet. Hein, absolument. Sur la plateforme, on a aujourd'hui 67 pays représentés, donc c'est aussi des partenariats internationaux qui peuvent être noués.
Et l'Europe est de plus en plus portée sur la question de l'impact et sur la question des consortiums, c'est-à-dire vraiment qui vous mettez autour de vous pour générer cet impact. Et c'est des règles en fait qui sont de plus en plus strictes. Et donc demain, c'est des fonds nouveaux qui vont être accessibles aux entrepreneurs, mais aussi aux laboratoires et aussi aux industriels pour aller répondre à ces grands enjeux. Merci beaucoup, Mélanie, d'être Merci. venue parmi nous. Merci.